Alors, bonjour tout le monde. D'abord, on tient à remercier dans un premier temps Karine Seller et toute l'équipe du LIREL et du CRIL pour nous permettre d'être ici dans une activité qui nous permet de réfléchir ensemble puis d'enrichir nos pratiques. Et particulièrement pour nous, en tant que duo de chercheuses, de nous permettre de vous présenter les outils didactiques que nous avons conçus pour valoriser et clarifier la lecture littéraire de manière générale et particulièrement certains outils qui s'avèrent pertinents en contexte de transition collégiale. Avant de commencer la présentation, je souhaite quand même mentionner que le diaporama, évidemment, sera rendu disponible et que vous allez remarquer au cours de la présentation qu'il y a certaines diapositives sur lesquelles nous passerons rapidement. Ce sont des diapositives qui mènent vers des liens vers un site web ou vers des articles que nous avons écrits pour fin d'approfondissement si certains outils ou certains concepts vous interpellent davantage, vous voulez en savoir plus, vous aurez l'occasion de l'approfondir à ce moment-là de manière plus individuelle. Donc, le contexte un peu de l'expérimentation des outils que nous allons vous présenter aujourd'hui est le suivant. Donc, Catherine et moi sommes enseignantes de littérature depuis, dans mon cas, depuis 1997. Catherine, depuis un peu plus tard. Comme la plupart des enseignants qui sont ici, nous avons mis en pratique plusieurs initiatives pour essayer de susciter l'intérêt, la motivation, l'engagement de nos élèves, des journaux de lecture, des activités comme des cercles de lecture, donc toutes sortes d'initiatives qu'on a mis en place au cours de notre pratique dans le cadre spécifique d'enseignement du collégial et qui nous ont quand même laissé insatisfaites à certains égards, donc au plan de l'intérêt qu'on arrivait à susciter, au plan de l'engagement des élèves, au plan des apprentissages qu'on arrivait à leur faire réaliser et aussi au plan du rôle que nous voulions jouer auprès d'eux. Et donc, il y a environ 3 ans, on s'est réunis pour travailler dans un projet de développement d'une approche pédagogique qui voulait nous permettre de réconcilier tous ces éléments-là et d'optimiser finalement notre enseignement à la lumière des connaissances en littératie, en éducation, en pédagogie et des connaissances actuelles sur la lecture littéraire, donc qui ont été évoquées aussi un peu tantôt. Donc, on a fait une première recherche exploratoire. C'est avéré que cette recherche-là, qui nous impliquait seulement toutes deux, a montré certaines retombées positives, à savoir que les élèves développaient un intérêt sur l'aspect de la construction langagière des œuvres, notamment, se sentaient davantage outillés pour accomplir les tâches et aussi transféraient les acquis des cours dans leur vie quotidienne. On a donc choisi de faire une deuxième version de projet de recherche, cette fois-ci en engageant des enseignants de différents cégeps. Et les retombées positives ont été nombreuses de ce projet-là, mais notamment aujourd'hui, ce qui retenait notre attention et ce sur quoi on voulait porter votre attention, c'est qu'il y a au moins 7 de nos participants qui ont mentionné de manière spontanée vouloir renouer avec l'enseignement du premier cours de littérature en ayant en tête les outils que nous avions proposés. Donc, des enseignants qui avaient un peu délaissé le 101 ou le premier cours de littérature, qui là, maintenant, disaient, bien, il me semble que j'aimerais le laisser. Donc, c'est un peu dans cette perspective-là qu'on vous présente les choses aujourd'hui. Bonjour. En effet, une des choses qu'il faut quand même dire, Roxane et moi, on est aussi conseillères pédagogiques, puis un peu comme notre précédente, celle qui nous a présenté, on voyait qu'il y avait une alliance dans sa formation, dans ce qu'elle avait produit comme approche didactique. Bien, ça aussi, ça transparaît dans l'approche qu'on a conçue, c'est-à-dire qu'on est parti de l'idée que l'approche par compétence, qui est parfois jugée assez sévèrement dans le domaine de la didactique de la littérature, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait l'exploiter pour que ça soit pertinent? Et donc, l'approche qu'on a conçue, en gros, se base sur l'idée qu'il y a une sorte de métacompétence qui est la lecture littéraire, qui n'est pas dans les devis, mais qui est essentielle pour que les étudiants soient capables d'atteindre les compétences ministérielles. Donc, toute l'approche se base sur l'idée qu'on va enseigner cette métacompétence qu'est la lecture littéraire. Et à partir de là, on s'est basé tout simplement sur comment est-ce qu'on enseigne en théorie dans une approche par compétence. Quand on regarde la littérature, on dit qu'on doit fournir des outils explicites, qu'on doit faire pratiquer
et qu'on doit faire réfléchir sur l'action. Donc, voilà. En gros, l'approche, ses principes de base, c'est ça. Si vous voulez en savoir plus sur la problématique ou sur l'approche elle-même, vous allez pouvoir consulter un article qu'on a publié dans Correspondance récemment. Puis le site web, en fait, dans le cadre de notre projet de recherche, on a aussi développé un site web professionnel qui nous permet de présenter les différents outils. Donc aujourd'hui, évidemment, on ne peut pas vous présenter l'ensemble de l'approche. On a voulu se concentrer sur 4 outils qui ont un potentiel plus certain en termes de transition au collégial. Donc le premier, c'est une représentation de la compétence de lecture littéraire. Donc il faut comprendre que la première action de valorisation de la lecture littéraire, c'est le fait de centrer l'ensemble du cours sur la lecture littéraire et plutôt que sur la rédaction comme telle. Donc, on va représenter cette compétence-là qui est vraiment finalement la situation globale de tout le cours. Ensuite de ça, la définition du processus de lecture littéraire, un répertoire de ressources qui sont impliquées dans la lecture littéraire et le cadre de référence du sujet lecteur, donc comment on arrive à le concevoir, à le construire et à le mettre en œuvre. Comme on vous dit, on était vraiment dans une approche de résolution de problèmes. Et le premier problème auquel on était confronté comme enseignante, c'était la faible valeur accordée à la lecture littéraire par les élèves. Faible valeur ou on pourrait dire la difficulté qu'ils avaient, certains d'entre eux, à comprendre le rôle de la littérature dans leur formation, le sens du cours dans leur formation. On avait beau essayer de leur expliquer, on pourrait dire par le discours, on n'arrivait pas à faire entrer cette idée-là et on en était arrivé à l'hypothèse que la raison pour laquelle les élèves pouvaient ne pas reconnaître la valeur que nous accordions à la lecture littéraire, c'est que le cadre scolaire ne leur donnait pas accès à une lecture authentique, à une expérience de lecture littéraire authentique. Donc, on a développé un outil pour essayer de résoudre ce problème. Donc, dans cette idée-là, je vous l'ai dit, nous, on s'est basé sur l'approche par compétence. Donc, on s'est dit, il faut expliquer en quoi consiste cette compétence de lecture littéraire pour reconstruire un peu celle-ci. Les élèves voient la lecture comme une sorte de décodage. Parfois, on est dans le divertissement. Donc, il fallait essayer de proposer quelque chose de clair pour expliquer à la fois la pertinence et le sens qu'avaient ces cours-là au collégial. Donc, nous, on a proposé une représentation de la lecture littéraire, de cette compétence-là, comme étant une compétence d'interaction. Donc, une compétence qu'on a représentée avec des schémas qui peuvent être présentés aux élèves par un enseignant qui veut positionner la lecture littéraire. Donc, nous, la manière qu'on explique ça aux étudiants, c'est que la lecture littéraire, c'est une compétence qui se développe dans un cadre d'interaction où il y a premièrement un sujet lecteur. Qui est ce sujet lecteur-là? C'est une personne qui va s'engager dans un processus de lecture littéraire. Donc, on a essayé de rester simple quand même. Mais le mot engagement ici est vraiment important. On ne peut pas scanner les textes, si on peut dire, là, il faut s'engager dans un processus de relation avec le texte qui devient une altérité. Pas parce que les textes vont forcément amener la thématique de l'altérité, mais tout simplement parce que le texte est porteur en tant qu'objet construit par un auteur, qui est lié aussi à un contexte, et tout ça d'une altérité, d'une vision spécifique du monde qui est portée par les mots que le texte véhicule. Donc, par ailleurs, on a aussi défini le texte, mais donc, ce sujet lecteur-là interagit avec ce texte qui est porteur d'une altérité et également avec le monde extérieur à travers un contexte double, qui est un contexte, à la fois le contexte d'écriture du texte, évidemment, et le contexte de lecture, qui sont parfois très éloignés, on le sait. Donc, l'intérêt de présenter ça comme ça aux étudiants, comme étant vraiment le cadre officiel de la compétence à développer dans le cours, premièrement, ça permet de ramener vers la dimension authentique, qui va avoir des caractéristiques, par exemple, l'individu risque de rencontrer cette situation-là dans la vie réelle. Ça va le mobiliser au niveau affectif et cognitif. Et là, c'était d'essayer de montrer aux étudiants, la lecture littéraire, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve seulement à l'université dans les études savantes, c'est de leur montrer que oui, c'est porteur de quelque chose qui est réel et qui va pouvoir être authentique dans la vie de tous les jours.
Évidemment, dans cette idée d'interaction-là, il y avait quelque chose de tout à fait authentique parce que les humains sont constamment en relation avec l'altérité et le monde extérieur. Ils rencontrent dans les textes les mêmes problèmes qu'ils pourraient rencontrer de différentes façons avec des gens, avec un monde extérieur avec lequel ils ne sont pas toujours en phase. Donc, ça permettait de donner évidemment une sorte dans cette authenticité-là, de la motivation, du sens à cette compétence-là qu'on tente de leur faire acquérir. Et par ailleurs, ça permettait aussi de leur expliquer en quoi cette compétence-là va les aider à se développer. Parce que puisqu'ils sont en interaction avec un texte, ils vont développer des compétences relationnelles à travers l'ouverture à l'autre, la sympathie. Ils vont forcément, dans leur interaction avec le monde, développer une meilleure compréhension de celui-ci. Tout le processus d'interprétation, c'est un processus de construction qui relève parfois de l'imagination, parfois de l'inférence et de la résolution de problèmes. Et là, on touche les compétences créatives. Et évidemment, l'individu, il doit se positionner dans cette interaction-là, comme on se positionne constamment dans nos relations. Et ça permet de développer les compétences réflexives. Donc, toutes ces compétences-là, ces savoir-être-là aussi, on va y revenir, ce sont des choses qui permettent l'enrichissement de l'individu et c'est comme ça qu'on le présente aux étudiants. Ce qui les oblige un peu à voir que, non, je ne vais pas juste me divertir, ce que le prof va me demander. Si je demande aux étudiants de me dire comment leur billet, par exemple, et comment ils réagissent au texte, ça devient très cohérent. Ils sont dans une compétence relationnelle, donc ils doivent nous entrer dans cette optique-là pour travailler avec nous. Donc, évidemment, ce cadre-là permet de placer tout ça. Ça, c'est un des objectifs poursuivis. Je vous les ai déjà dit. Je les mets, ils vont être là après chaque outil didactique. C'est juste pour référence. Il y a peut-être une chose sur laquelle Catherine est passée plus vite, c'est que la représentation du texte, cette représentation-là, permet aussi aux élèves, dans le fond, en fait, ça permet à l'enseignant d'exposer aux élèves que le texte est une construction de sens à laquelle ils participent aussi comme lecteurs et qu'il n'y a pas vraiment un texte objectif qu'on décode et qu'on télécharge et que tout le monde, finalement, va avoir la même version de ce document-là. Donc, ça permet d'introduire éventuellement les notions de biais de lecteur, de lecture subjective, de distanciation pour pouvoir éveiller la vigilance des élèves à cet égard-là. Donc, quand est-ce qu'on met en place cet outil-là? Dans le fond, nous, dans notre pratique, on le met en place dès le début de la session. C'est quelque chose qui prend une quinzaine, vingtaine de minutes à faire. C'est vraiment pas long, mais ça devient un peu un outil de référence, en fait, auquel on peut revenir tout au long de la session en disant, où est-ce qu'on est présentement dans notre compétence ou dans notre apprentissage? Est-ce que je suis en train de réfléchir, de me situer par rapport à l'autre? Est-ce que je suis en train d'essayer de comprendre la différence de quelqu'un d'autre, de comprendre le message, la structure du message? Est-ce que je suis en train d'en apprendre sur le monde? Donc, on peut revenir à ce schéma-là constamment. Et on peut, dans le fond, dans la présentation initiale, passer par une présentation, des mises en situation, des activités réflexives aussi. Donc, il y a toutes sortes de manières de l'amener. Le deuxième problème perçu ou la deuxième type de problème que nous avions perçu et que nous voulions tenter de solutionner, c'était lié au fait que malgré les explications, les exemples qu'on donnait aux élèves quant à la production d'une lecture analytique, certains élèves restaient dans leur représentation du secondaire de ce qu'est la lecture littéraire. Donc, souvent, une tâche qu'on fait en vue d'une compréhension de texte, donc une lecture qu'on pourrait dire plus descriptive qui vise à résumer ou à noter les faits, une lecture qui vise à faire un commentaire appréciatif ou subjectif ou à commenter la situation, l'époque ou la culture qui est présentée dans le texte. Donc, malgré que les élèves avaient cette difficulté-là, on considérait aussi qu'il y avait quand même un problème au plan de la formation nous, dans le rôle qu'on voulait jouer auprès de nos élèves par rapport à la faible importance qui était donnée à la dimension affective, la lecture ou aux postures qu'on pourrait dire participatives et les travaux en didactique qui ont été nommés un peu précédemment, ceux de Jean-Louis Dufay, nous servaient d'appui dans notre réflexion à cet égard-là.
Donc, il y avait cette idée de la lecture littéraire comme étant un processus continuel, un va-et-vient continuel entre des postures de lecture participative et des postures de lecture entre la lecture distanciée, qui nous apparaissait important finalement de situer au plan didactique pour accompagner les élèves dans la compréhension des tâches qu'on leur demandait de faire. Et donc, si je nous remets dans notre réflexion, dans l'approche par compétence, on revenait toujours vers la situation authentique. Puis on se disait, OK, bon, ben moi, quand je lis pour moi, mais en tant que littéraire, qu'est-ce qui se passe réellement? Puis si on est bien honnête, on n'est pas juste distancié. On est forcément dans la participation avec le texte. C'est ce qui fait que c'est notre passion, c'est ce qui fait qu'on aime ça. Donc, si on veut offrir une situation authentique aux étudiants, d'enlever les postures participatives, c'est un peu retirer quelque chose qui est extrêmement important. Et on était persuadés que si nous, dans une situation authentique, nos postures, notre participation au texte nous aide à comprendre le texte, bien forcément, ça devrait aider les étudiants. Bon, donc on avait ça en tête. Et là, une compétence, qu'on retourne au b.a.-ba, en théorie, a 3 dimensions qui doivent être évaluées, le produit, le processus et le propos. Nous, on va vous parler beaucoup du processus, parce que c'est là qu'on s'est dit que le tout se passait. Comment faire pour que ce processus-là de lecture littéraire, justement, nos étudiants qui bloquent et qui ne sont pas capables de faire autre chose que d'écrire ou que dire leur opinion pour que ça nous amène ailleurs. Donc, conceptualiser le processus de lecture littéraire, on s'est basé sur des théories qui existent dans la didactique de littérature, mais aussi beaucoup sur ce qu'on observait dans les journaux de lecture qu'on avait fait remplir à nos étudiants. Et on s'est rendu compte que finalement, il y avait en fait 4 postures dans lesquelles on pouvait presque faire rentrer tous les commentaires des étudiants. 4 postures de lecture qu'on a théorisées en les définissant et en donnant des critères de qualité. Pourquoi? Bien parce que les critères de qualité, c'est un outil très précieux pour les enseignants pour expliquer les attentes et expliquer aux étudiants comment s'améliorer lorsque la posture adoptée ne convient pas. Donc, 4 postures de lecture, qui prennent un peu, vous voyez qu'elles sont toutes en interaction. Dans l'absolu, elles existent probablement indépendamment ou en fait confusément tout en même temps quand on lit. Nous, on a fait un processus didactique où on part vraiment des postures descriptives et personnelles que je vais vous définir pour aller ensuite vers 2 postures plus complexes qui sont les postures analytiques et réflexives. Les postures qui sont plus foncées, ce sont les postures distanciées. Les postures plus pâles, ici en vert, sont les postures participatives. Donc, je vous les définis brièvement. On a toute une définition bien plus large là, si vous allez fouiller dans les documents. Alors, la posture descriptive, c'est ce qui a été compris dans le décodage, mais aussi dans les régulations que le lecteur fait du texte. Donc, la capacité à déduire que ce mot-là, dans ce contexte-là, veut dire ce sens-là et pas un autre sens, par exemple. Donc, ça, c'est la lecture descriptive. C'est ce qui va permettre de faire des résumés, par exemple, de mettre en contexte une citation. La lecture personnelle, c'est ce qui est reçu par le sujet lecteur en contact avec le texte. Donc, c'est, oui, les émotions, mais aussi les liens qu'il peut faire. Ça me fait penser à ce que j'ai lu dans le journal. Donc, les liens intellectuels et affectifs avec le texte qui sont faits comme ça, réaction première. La fameuse posture analytique, qui est évidemment la posture qui est attendue dans presque tous les métatextes qu'on fait rédiger dans les cours de littérature au collégial, analyse, dissertation. Et la posture réflexive, qui est une autre posture participative que je crois qu'on tente parfois d'atteindre ou qu'on recherche notamment dans les ouvertures parfois et qu'on n'atteint pas facilement, qui est cette capacité du lecteur à justement avoir de la réflexivité, à voir comment son interaction avec l'altérité et le monde extérieur l'a transformé. Ça n'est pas obligé d'être des transformations là, majeures, mais comment ça a fait bouger quelque chose en lui, comment ça l'a fait évoluer. Donc, les postures, je vais revenir aux critères de qualité tantôt, mais en général, descriptif personnel, ça va plutôt bien. Ils sont capables de comprendre très vite les étudiants, ça veut dire quoi, qu'est-ce qui est attendu d'eux. Les postures analytiques, comment amener un étudiant à la posture analytique? On a essayé beaucoup de méthodes et c'était vraiment pas facile, ça bloquait réellement. Et ce qui a le mieux fonctionné, c'est cette représentation que je vous montre ici. Okay? Ce diagramme, cette représentation-là fonctionnait bien pour expliquer aux étudiants le principe.
La posture analytique, c'est une façon d'aborder le texte. Donc, cette représentation-là ne représente pas le texte, elle représente la manière dont les étudiants doivent, en posture analytique, tenter d'envisager celui-ci. Un peu, justement, j'entendais comme une œuvre d'art, donc c'est un peu le principe d'un construit. Alors, on part de l'idée que le texte est un objet d'art qui vise quelque chose. Donc, il y a une orientation qui va mettre en place des stratégies, des mécanismes pour provoquer un effet qui va nous amener quelque part. Donc, ça, c'est le plus grand cercle. Les stratégies, les mécanismes sont des cercles qui, ça va nous amener quelque part par certains moyens et contenus. Je vous donne un exemple concret, juste pour bien ancrer dans tout ça. Alors, prenons un exemple, Les Misérables de Victor Hugo. Prenons une hypothèse de lecture, parce que c'est toujours ça, l'orientation du texte, où on a nommé objectif de communication, parce que pour certains étudiants, c'était ça qui était le plus accessible au début de l'explication du principe. Partons d'une hypothèse de lecture qu'il y a un objectif à cette œuvre-là, une orientation. Mettons, on pose l'hypothèse que l'œuvre va dénoncer une société qui opprime les pauvres, donc les misérables, et qu'elle tente d'ébranler le lecteur fictif qui sont les contemporains d'Hugo, qui savent lire et donc qui ont quand même une certaine éducation et qui sont donc des oppresseurs potentiels dans un système oppressif. Et on veut donc qu'on remette, que ces lecteurs-là remettent en question les choses. Bon, comment est-ce que Hugo procède pour faire ça? On essaie de trouver comment il s'y prend. Donc là, on est dans les effets, en fait, hein, qu'on va travailler avec les étudiants et qu'on veut tellement qu'ils trouvent, mais qu'on ne trouve pas tout le temps. Donc, on va par exemple voir que Hugo va valoriser les personnages pauvres, même les victimiser. Au contraire, il va créer un peu d'antipathie envers les personnages qui sont plus associés au système oppressif. Et il va aussi montrer l'absurdité de ce système-là. Ça, c'est des éléments très globaux qu'on retrouve partout dans l'œuvre. Après ça, il va utiliser des moyens pour le faire, qu'on va préciser. Quand on explique la posture analytique, aux étudiants, on peut leur dire que finalement, le contenu, c'est un peu la posture descriptive. C'est l'histoire, c'est les faits, c'est les personnages. Et après ça, c'est de voir comment tous ces faits-là sont des moyens mis en place pour provoquer des effets ou des mécanismes qui vont nous orienter vers l'œuvre. Donc, juste pour donner un exemple des procédés moyens, bien là, on va aller, par exemple, je donne juste un exemple, valoriser le personnage positivement, les personnages pauvres, bien, on va montrer, par exemple, les pensées de Fantine, qui est prête à tout pour sauver sa fille, qui semble malade. Donc, on ne peut pas ne pas voir positivement ce personnage-là. Quand on enseigne avec les procédés stylistiques, on passe par le premier cercle au-dessus du contenu. Mais ce sont des éléments hyper micro. Ça arrive une fois dans le texte qu'il y a une focalisation, une métaphore. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les étudiants perçoivent beaucoup plus facilement les mécanismes que ces procédés micros-là. En fait, c'est les effets du texte. Si le texte fait bien son travail, il va faire en sorte qu'on aime Fantine et qu'on n'aime pas tel autre personnage. Ça, les étudiants peuvent facilement le repérer, beaucoup plus facilement en tout cas que les procédés micros. On pourrait dire que, dans le fond, quand on travaille avec les élèves aussi, on va travailler, on va associer le contenu à la lecture descriptive et souvent les mécanismes et les moyens. On va leur dire, on va travailler avec des passages marquants comme stratégie, par exemple, et on va leur demander qu'est-ce qu'ils perçoivent dans le texte, qu'est-ce que ça leur fait ressentir. Donc, on va être vraiment dans la posture personnelle. Et ensuite de ça, on va essayer de les amener à faire des déductions logiques et à formuler des hypothèses plus analytiques. Donc, c'est ça. On a notre processus avec les 4 postures, mais cette posture-là analytique, on avait vraiment le besoin d'en plus la représenter pour que les étudiants puissent mieux comprendre. Puis pour citer un de mes étudiants, il m'avait dit, dans le fond, vous me dites qu'on essaye de me manipuler. Je dis oui, c'est ça. Prenez ça comme ça. L'auteur vous manipule pour vous amener quelque part. Il joue dans notre tête. Il joue dans notre tête. Ils deviennent vraiment fascinés par l'objet. Bon. OK. Donc, je vous ai parlé qu'on avait mis des critères de qualité à chacune de ces postures de lecture-là. Donc, par exemple, parce qu'en fait, ce qu'on voulait montrer aux étudiants, c'est que c'est toujours un peu triste quand un étudiant ose nous faire enfin une intervention sur un texte. Des fois, c'est vraiment pas ce qu'on recherche. Et là, on se dit comment être poli et l'orienter dans la bonne direction. Donc, l'intérêt des postures de lecture, c'est de dire il n'y en a pas des mauvaises réponses. Tu as peut-être la mauvaise posture, dans le sens que ce n'est pas la posture que j'attends à ce moment-ci. Mais ta posture, là, tu es en train de me faire un commentaire, par exemple, en posture descriptive. D'accord.
Par exemple, la posture descriptive, ben, les 2 critères de qualité qu'on a nommés, il y a l'exactitude du décodage, des régulations avec le texte, mais aussi la pertinence des éléments sélectionnés pour montrer notre compréhension de l'histoire. Donc, des fois, on a des résumés d'étudiants où on se dit, l'étudiant n'a pas compris, je pense, le sens de l'histoire parce qu'il va dans des détails ou il va dans des choses. Donc, ça, c'est intéressant parce que quand je vous dis que les critères de qualité sont intéressants pour aider les étudiants, parfois, de demander à l'étudiant, bon, je vois que c'est exact ce que tu me dis, ce n'est pas faux. Au niveau du critère de pertinence de la sélection des faits, la façon dont tu me présentes ça, ça montre que tu penses que c'est quoi l'objectif de l'histoire ou l'histoire. Donc, le critère de qualité donne une sorte de tremplin pour discuter avec les étudiants et les amener à réfléchir à pourquoi j'ai sélectionné cela. Dans la posture personnelle, ben, on a dit que premier critère de qualité, la présence et l'intérêt de l'engagement relationnel avec le texte. Donc, là, on se rappelle le cadre d'interaction. L'étudiant fait un lien avec le texte. Dans l'absolu, probablement qu'on pourrait dire que c'est le seul critère réel de la posture personnelle, mais nous, on veut essayer d'amener aux postures analytiques. Donc, on a ajouté un deuxième critère qui est la perspicacité du questionnement analytique. Donc, ça, c'est vraiment le fun pour un prof parce qu'en fait, dès qu'un étudiant nous fait un commentaire en posture personnelle, on peut lui demander, bon, on dit, OK, mettons, ça m'a fait penser à ma grand-mère. J'aime beaucoup ma grand-mère, elle me manque. Bon, d'accord. OK, engagement relationnel avec le texte, il est là, je le vois. Questionnement analytique. Est-ce que tu penses que l'auteur ou le texte a mis en place des choses pour te faire penser à ta grand-mère ou est-ce que ça vient de toi? Bon, là, c'est un cas assez évident que ça va venir de lui. Mais à ce moment-là, évidemment, on peut dire, bon, ben, à ce moment-là, est-ce que tu penses que la manière dont tu vois ta grand-mère peut influencer ta lecture? Est-ce que ça pourrait fausser ton interprétation de comment est court-circuité, comment le personnage est présenté par l'auteur? Donc, peut-être que tu devrais être prudent avec ça. Dans d'autres cas, par exemple, un autre commentaire plate qu'on peut avoir, c'est c'était plate, il ne se passait pas grand-chose. Bon, OK. Donc, tu as ressenti un ennui. Est-ce que le texte voulait provoquer ça? Bien, dans certains cas, ça arrive que oui. Donc, on peut quand même le relever. Et l'idée, c'est, et souvent, en fait, les étudiants vont mentionner des choses, des émotions qui sont hyper pertinentes. Et là, de dire, par exemple, bien, dans Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay, je trouvais ça triste, mais en même temps, c'était drôle. OK, qu'est-ce qui est mis en place pour susciter cette tristesse, pour cette impression de drôlerie et pourquoi? Et là, ça devient vraiment un tremplin vers la posture analytique et ça légitimise aux yeux des étudiants le fait que leur réaction au texte, ils y ont droit. Ils y ont droit et elle peut être bonne. Il y a vraiment des étudiants qui sont terrifiés à l'idée de dire ce que le texte provoque en eux parce qu'ils se perçoivent comme des mauvais lecteurs. Le problème, c'est que ces émotions-là qu'ils ressentent, dans bien des cas, c'est des clés pour trouver l'analyse du texte. Donc, de légitimer ça, évidemment, c'est un levier très intéressant. On a également trouvé 2 critères de qualité pour la lecture littéraire, la justesse, l'analytique, excusez-moi, donc la justesse et la plausibilité de l'interprétation et la richesse. Nous, on a carrément mis ça dans nos grilles de correction. Une des choses qui ressortait, c'est que les étudiants ne voyaient pas en quoi c'était utile de travailler la lecture en littérature, ce qui est un paradoxe, mais bon. Et donc, l'argument qu'ils nous disaient, c'est que dans vos grilles de correction, la lecture n'est pas là. C'est une structure de texte à rédiger. Donc, on a changé nos critères. On avait un critère qui était sur l'expression dans ce genre-là, avec une certaine rigueur. Mais nos 2 autres critères, c'était la posture de lecture analytique. Est-ce que c'est plausible et juste la façon dont tu amènes ton propos? Est-ce qu'il y a de la richesse? Donc, toutes les nuances du texte, les savoirs, est-ce qu'on voit ça? Et ça fait en sorte que quand on travaille la lecture en classe, on peut leur dire, là, on est en train de travailler des critères de qualité qui vont être dans la rédaction. Parce que quand les étudiants voient que c'est utile, ils vont être plus portés à être quand même un peu collaboratifs avec nous. On est très pragmatique dans notre approche. Et finalement, dernier critère de qualité, la justesse et plausibilité du fondement de la réflexivité dans la posture réflexive. Tout simplement parce qu'on ne voulait pas justement que l'étudiant qui a été touché par sa grand-mère parte de ça pour expliquer comment le texte l'avait changé. On voulait plus que l'interprétation de la posture analytique, ça soit ça le moteur à la réflexion.
Donc, vous pourrez, si vous voulez plus d'informations, vous pourrez regarder sur notre site web. Donc, les postures de lecture, en réalité, deviennent, dans notre perspective, un peu un fil conducteur, parce que c'est vraiment le processus de lecture se construit sur cet outil-là. Mais étrangement, ce n'est pas quelque chose qui exige beaucoup de temps dans l'enseignement. Donc, on va enseigner rapidement juste à reconnaître les postures de lecture au début de la session. Donc, on peut faire une activité qui peut durer environ 20-30 minutes, ou est-ce qu'avec un texte très court, on va faire expérimenter les différentes postures. Et ensuite, tout au long de la session, on revient là-dedans autant par les activités qu'on va faire. Dans un journal de lecture, on va demander une activité descriptive, une activité réflexive, donc qui peuvent être par écrit, qui peuvent être à l'oral, qui peuvent être des représentations visuelles commentées également. Et dans la rétroaction spontanée qu'on va donner aux élèves pour les aider à se situer dans la bonne posture, soit de lecture ou d'expression aussi sur cette lecture-là. Je prends quand même 30 secondes pour mentionner que j'avais fini par formuler une hypothèse que, en fait, Catherine l'a mentionné tantôt, les postures, on peut aussi les associer à certaines parties de la rédaction, par exemple, d'une analyse littéraire. La posture descriptive est très pertinente lorsque vient le moment d'introduire une citation, de la mettre en contexte. Il y a d'autres, la posture personnelle peut être un levier intéressant pour décrire les effets d'un procédé d'écriture et tout ça. La posture réflexive peut-être pour l'ouverture, des choses comme ça. Puis la posture analytique, de manière générale, vient construire l'ensemble de l'interprétation. Donc, en travaillant dans un journal de lecture, mon hypothèse, c'était que sans enseigner la structure de l'analyse littéraire et toutes les exigences de chacune de ces parties-là, on arriverait par différentes activités de rédaction au cours de la session, à placer les éléments pour qu'au moment de faire une analyse complète, ça se place naturellement chez les élèves. J'ai eu le bonheur d'avoir une collègue qui l'a essayé et qui m'a dit je pense que j'aurais plus besoin d'enseigner la structure de la manière que je le faisais auparavant. Donc, ça semble pouvoir fonctionner. J'en suis ravie. Donc, ce n'est pas toujours, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces outils didactiques-là peuvent être reçus comme « ouf, ça nous fait d'autres matières à passer, d'autres contenus », mais ça ne vient pas s'ajouter, ça vient seulement un peu changer l'angle des choses qu'on fait. Puis je compléterais juste en disant, des fois, les enseignants sont inquiets, ils disent, ah, ben là, si on laisse la posture participative, ils vont-tu commencer à nous parler au jeu? Ou... Non, parce qu'en fait, en explicitant qu'il y a plusieurs postures, ça nous permet de mettre clairement nos attentes quant au fait que dans certains contextes, c'est une posture spécifique qui est attendue. Donc, ça a vraiment l'effet contraire, en fait, ça favorise qu'il n'y ait pas ce problème-là. Dans la présentation qui nous précédait, on a parlé d'un journal dialogué où en fait, je n'ai peut-être pas exactement le bon terme, mais c'est le genre de choses qu'on fait aussi avec nos élèves dans le cadre d'un portfolio où chaque posture de lecture peut être illustrée, exprimée, puis on peut faire un retour sur ce qui est présenté aux élèves. Les problèmes, la troisième catégorie de problèmes qui a été perçue est vraiment beaucoup liée à la transition collégiale. Donc, il y a une question c'est la question de la disparité entre les élèves, de leur préparation globale aux études collégiales puis aux études littéraires, dans le fond, qu'on leur propose de faire. Donc, le manque de formation en lecture ou le manque de formation en lecture, la culture générale qui peut être lacunaire, les déficits en vocabulaire qu'on peut constater chez des élèves, leur manque de repères pour comprendre quelles sont les attentes finalement qu'on a auprès d'eux. Et une difficulté qui est plus du point de vue de l'enseignant qui allait avec ça, c'est que quand on leur demande de formuler, par exemple, une analyse littéraire complète, on a un produit. En fait, pour nous, ce n'est plus un produit. Maintenant, ça fait partie du processus, mais on a un objet qui révèle certaines difficultés, mais c'est très difficile de savoir est-ce que la difficulté vient des capacités rédactionnelles, de la compréhension du concept, du thème de l'œuvre, du vocabulaire accessible aux élèves. Donc, quand on a juste cet objet-là d'évaluation, c'est difficile de diagnostiquer ce qui pose problème. Donc, encore là, la clarification, l'explicitation nous ont semblé être comme une clé pour aider les élèves. Donc, on s'est donné la mission de lister tous les savoirs, savoir-faire et savoir-être nécessaires pour faire une lecture littéraire. Je vous le dis, c'est
infini. Mais je vais quand même vous donner un aperçu et certaines choses intéressantes qu'on a trouvées. Donc, savoir, c'est les connaissances, savoir-faire, c'est les procédures. Nous, on l'a beaucoup associé aux stratégies de lecture. Et savoir-être, bien, en fait, c'est la manière d'être dans une situation précise. On peut associer ça aux attitudes également, qui sont, en fait, ce champ-là n'est pas beaucoup travaillé dans les domaines comme la littérature, alors que dans des domaines comme le soins infirmiers, travail social, c'est vraiment les savoir-être sont enseignés, évalués. Mais là, si on est dans une compétence d'interaction, c'est logique de travailler les savoir-être aussi. Donc, on s'est basé sur cette logique-là. Cette logique-là, en fait, on explique rapidement, là, 5 minutes aux étudiants, ce concept-là, comme je viens de vous le faire, pour leur expliquer qu'en fait, les savoir-être sont importants parce que sinon, quelqu'un qui a des connaissances et qui a des stratégies de lecture, par exemple, bien, peut être un bon exécutant. Mais nous, ce qu'on veut, c'est les rendre compétents. Donc, les savoir-être avaient aussi leur raison d'être dans tout ça. Bon. Alors, la liste des savoirs, bien évidemment, vous le savez, il y a les savoirs disciplinaires et les savoirs de la culture générale qui sont à peu près infinis. Mais une des choses quand même intéressantes qu'on a trouvées dans la recherche en travaillant avec la vingtaine d'enseignants qui étaient avec nous, c'est que, bon, à chaque fois, on travaillait avec eux pour c'est quoi ton évaluation, c'est quoi ton œuvre sur laquelle porte ton évaluation finale, puis on essaie d'extirper c'était quoi les savoirs nécessaires. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quand même, on pourrait appeler ça un angle mort, parce qu'il y a quelque chose que personne n'enseigne, nulle part, à ce que je sache, ni au primaire, ni au peut-être un peu au primaire, en tout cas pas au secondaire, pas au collégial, pas à l'université, qui est, nous on a appelé ça la littératie de l'expérience humaine. C'est-à-dire un vocabulaire qui permet aux gens, justement, d'entrer vraiment en interaction avec les œuvres. Donc, ces 4 lexiques-là se rapportent à 4 domaines. Le domaine lexique des émotions. Et là, on va dire émotions complexes. Vous vérifierez avec vos étudiants, vous l'avez peut-être déjà constaté, ils ont 6 émotions. Okay? C'est comme dans Sans dessus-dessous, là, il y a comme la colère, la joie, la peine, mais c'est très, très, très limité, alors que c'est essentiel en littérature, ce lexique-là. Et on a vu là la distinction entre ce qui est le vocabulaire connu et le vocabulaire accessible. Donc, si on dit à un étudiant qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est méprisant, ils ont une vague idée, parfois assez claire, de ce que ça veut dire. Mais de là, être capable de mettre le mot mépris lorsqu'ils croisent un personnage qui a cette attitude-là, il y a tout un pas. Et comment est-ce qu'on fait pour parler d'une œuvre littéraire? Si on voit quelque chose qu'on n'identifie pas clairement, bien, on va dire, bien, le personnage, il n'est pas bien gentil, il ne l'aime pas, on voit qu'il n'y a pas une bonne opinion. Ça finit par faire des phrases extrêmement longues, des fautes de syntaxe et tout ce que vous voulez. Donc, émotions complexes, l'identité. La seule chose que sont capables de dire les étudiants, c'est les caractéristiques psychologiques et physiques. Mais psychologique, quand on regarde des spécialistes, nous, on a fait des modélisations pour voir ce qu'on allait chercher. Bien, le psychologique, c'est beaucoup trop large, là. Ce qu'on va regarder, c'est les valeurs, c'est les objectifs du personnage à court, moyen et long terme, c'est comment il se perçoit, comment les autres le perçoivent, comment il pense que les autres le perçoivent. Donc, c'est une panoplie d'éléments pour lesquels les étudiants n'ont pas de mots. Quand on n'a pas de mots, on n'a pas de lunettes pour voir dans le texte ce qui se passe. Et finalement, donc, dynamique relationnelle et structure sociale. On a fait la liste des savoir-faire, donc des stratégies de lecture. Ça, je passe très rapidement, mais bon, on a travaillé à regarder toutes les stratégies de lecture qu'on pouvait utiliser spécifiquement en littérature, parce qu'on ne lit pas en littérature comme on lit en biologie, en maths ou bon, en communication. Et on a listé également les savoir-être. Donc, on a mis en lumière 4 catégories de savoir-être. Les savoir-être liés à l'action qui permettent de se mettre dans la lecture en étant motivé, organisé, etc. Les savoir-être liés à la mise à distance de soi qui permettent aux gens de se distancier de leur biais pour ne pas fausser l'interprétation du texte. Les savoir-être socio-affectifs pour la sensibilité, l'ouverture à l'autre. Et tous les savoir-être de la créativité, donc l'imagination et autres. Donc, on a fait cette liste-là. Et là, ce que ça permet, c'est, par exemple, pour les enseignants, d'essayer de mieux comprendre quand on demande une tâche, tout ce que ça implique pour les étudiants. Donc, on a fait l'essai, par exemple, avec un portrait de personnage, puis on se rend compte qu'il faut des connaissances sur les notions de classe sociale, sur la psychologie humaine, sur un lexique étendu et nuancé sur les émotions complexes, etc. Il faut des savoir-faire pour faire des inférences, il faut des savoir-être comme l'empathie. Donc, une fois qu'on a listé ça, en fait, c'est que ça permet parfois de montrer que les étudiants
bien, premièrement, de mieux comprendre que c'est complexe ce qu'on leur demande, mais aussi de dire, bien, c'est pas juste que tu n'es pas bon en lecture ou que tu n'es pas bon pour faire un portrait de personnage. C'est quoi, d'après toi, le principal défi? Puis des fois, les étudiants vont dire, bien, je pense que c'est que je ne sais pas trop comment faire une inférence. OK, parce qu'il dit, les connaissances, je les ai, les savoirs, je les ai. Donc, ça permet de tabler sur les forces des étudiants, de mieux diagnostiquer où sont les problèmes et aussi de rendre ça plus clair ce qu'il faut pour réussir à faire une tâche. Je vais y aller rapidement. Dans le fond, vous avez compris que c'est des outils qu'on utilise tout au long de la session, comme l'exemple que Catherine a présenté. Selon les activités qui vont être proposées aux élèves, ça va nous permettre de les contextualiser. Ça permet aussi de faire des diagnostics. Puis la façon de les utiliser, ça va être vraiment toutes les ressources des méthodes d'explicitation, donc présentation, documents de référence, on met dans les consignes. On fait aussi beaucoup de modélisation, particulièrement pour les stratégies de lecture, qui amènent les élèves à avoir des capacités concrètes là, à mettre en œuvre quand ils vont rencontrer la situation de lecture finale. Donc, le dernier outil qu'on veut vous présenter, c'est un peu le même type de problème, en fait, qu'on réalisait, c'est qu'on constatait chez nos élèves que bon, il y avait un répertoire de ressources qui était insuffisant. Parfois, les ressources, c'était des savoirs, des savoir-faire ou des savoir-être, mais on réalisait que le contexte n'était pas favorable parfois à la réalisation d'une lecture autonome, justement à cause de la grande diversité des savoirs, puis à cause de l'enseignement qui se fait souvent en 5 blocs, où on envoie les élèves dans des champs différents de connaissances, sur des thématiques différentes, dans des lexiques différents. Et donc, on n'avait pas le temps dans cette structure-là, peut-être, ils n'avaient pas le temps d'approfondir leur réflexion, les connaissances nécessaires pour pouvoir nous parler de l'œuvre à un niveau de richesse qu'on trouvait satisfaisant. Donc, on a développé le cadre de référence. Alors, le cadre de référence, en fait, c'est simplement tout ce que nous, on a dans la tête comme lecteur, qui nous permet de faire une lecture agréable, riche, en faisant plein de liens. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est est-ce qu'on pourrait construire de manière artificielle un cadre de référence en 12 semaines qui permettrait aux étudiants, lorsqu'ils arrivent au moins à la lecture finale, qu'ils aient un peu comme toutes les ressources pour cette œuvre-là, s'en tirer pas pire là, et avoir du plaisir à la lire. Donc, le principe, c'est ça, c'est que toute la session devient axée sur le développement de ce cadre de référence-là. Et toutes les œuvres doivent mettre en place une brique après l'autre des éléments pour construire ce cadre-là. On a peu de temps, donc je vais vous montrer. Nous, on a fait un canevas. Le but, en fait, c'est de prendre toutes les listes de savoir, savoir-faire, savoir-être qu'on vous a montrées et nous-mêmes de faire l'exercice de voir qu'est-ce que ça prend pour répondre, par exemple, pour lire cette œuvre-là dans l'angle que je veux que les étudiants lisent, par exemple, la critique sociale dans Victor Hugo. Et donc, ça peut donner des listes comme ça qui peuvent être plus ou moins précises. Là, moi, je passe vite parce qu'on manque de temps, mais vous comprenez le principe. Donc, on fait la liste autant des savoirs théoriques que des mécanismes. On pourrait, par exemple, lister justement tous les moyens que Victor Hugo met en place pour arriver où il veut en arriver, potentiellement, ou ce que l'œuvre, du moins, met en place. Même le lexique précis qu'on veut que les étudiants aient, on peut tout lister ça. Et ça devient notre objectif. Et après ça, on regarde dans chacune des œuvres comment on peut aller chercher ces éléments-là. Parce qu'on ne veut pas tout amener d'un coup, on ne pourra pas de toute façon. Et là, on sélectionne. Donc, par exemple, je donne un exemple, le loup et l'agneau, on va aller chercher... par exemple, comment est-ce qu'on crée de l'antipathie envers l'oppresseur qui devient le loup ici. Par exemple, en montrant des gestes condamnables du loup, en montrant l'incohérence logique choquante de son discours. Bien, ça, c'est des éléments que l'étudiant apprend là, mais il les réutilise dans une autre œuvre. Et il les réutilise encore. Et quand ils arrivent à l'œuvre finale, ça finit par faire une sorte de grande liste là, où finalement toute notre planification de cours et tous les savoirs sont étalés au fil des œuvres. D'accord? Le principe, c'est ça. Et l'intérêt pour les étudiants, c'est vraiment qu'ils se sentent devenir de plus en plus compétents. Parce que là, tout d'un coup, on n'est plus dans l'apprentissage en silo, on réutilise à chaque œuvre, on le sait que c'est pertinent pour tout ce qui va suivre. Et ça permet d'approfondir, donc de faire passer le vocabulaire connu au vocabulaire accessible parce qu'on est dans les pratiques distribuées et entremêlées.
Donc, dans le fond, cet outil-là, c'est vraiment quelque chose qui pose un défi particulier aux enseignants qui l'ont essayé. On n'a pas l'habitude, comme enseignant, de créer cette image-là globale des attentes qu'on a pour l'évaluation finale. Cependant, quand on arrive à le faire, ça oriente énormément l'enseignement, ça donne un cadre, ça limite les errances, on a toujours un plan de match assez clair et donc l'idée, c'est que chaque activité, chaque lecture ait un objectif précis en vue de l'évaluation finale. Voilà. Pour les élèves, tu l'as dit, c'est aussi facilité par la mise en place de ce qu'on appelle un outil de transfert. Donc, on va recommander aussi aux enseignants qui utilisent, mettons, un cadre de référence qui est à distinguer vraiment d'un fil conducteur thématique. Ce n'est pas nécessairement des œuvres du même genre, de la même thématique, pas du tout, mais on creuse des mécanismes semblables, des lexiques semblables et tout ça. Donc, l'idée d'un outil de transfert permet aussi après chaque œuvre de faire ressortir aux élèves ce qu'ils retiennent, d'approfondir, d'y revenir, de construire et à la fin, d'avoir un document de référence pour aborder la lecture finale.